Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. En fait, c'était une ville qui était un peu complètement en 2001, qui était quasiment vide. Il n'y avait plus personne, pas de voiture dans les rues quasiment. Il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ceux des talibans. Et quand je suis arrivé, c'était les gens revenaient, des gens qui avaient fui le pays pendant les talibans qui revenaient. Il y avait un exode rural aussi, des gens à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale assez important et la ville est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en 5 ans. Donc, beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il y a des endroits qui sont assez rustiques, tu as des petits trucs, des maisons empissées en terre crue avec des petites échoppes, tu as des petits marchés, le marché aux oiseaux où les gens vendent des oiseaux, c'est assez mignon. Je crois que le plus fou de fou, c'était en rentrant dans l'aéroport, à l'entrée. Donc déjà, on est allé de l'hôtel à l'aéroport escorté par les talibans, du coup. Et après, en fait, t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par les talibans, le nouveau gouvernement, et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée américaine. Et donc, en fait, tu vois les talibans et les Américains qui se sont quand même entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, et qui travaillent ensemble. Ouais, c'est complètement fou. Et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de talibans, et il y a trois soldats américains qui sont venus nous chercher. On était dans la foule avec tout le monde, parce que on pouvait pas rentrer en voiture, et ils sont venus nous chercher. Donc ils sont littéralement passés à côté d'un soldat taliban. Enfin bref, c'était vraiment fou. Et quand on est rentré dans l'aéroport, et donc là il y avait que c'était les Américains qui géraient le checkpoint auquel on était. Je discutais avec les soldats qui ont fouillé nos valises pour le coup de fond en comble, et qui disaient que c'était complètement pour eux c'était complètement surréel, quoi. Et moi je me souviens, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait les talibans c'est des ados, quoi. C'est des mecs, enfin pas tous, mais je veux dire, la plupart des gars qui étaient là, ils avaient, je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, plus jeunes que moi, quoi. Et dans l'aéroport, c'était pareil, en fait. Les soldats américains, c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué, je me souviens me dire, mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est en jeune, quoi. Enfin, c'est qui tous ces jeunes avec des flingues? Mais bon, on a eu de la chance, on a réussi à partir, et ça s'est bien passé, ouais. Il y a tout juste un an, le 15 août 2021, après près de 20 ans de guerre, le président afghan, Ashraf Ghani, reconnaissait la victoire des talibans dans son pays. L'Afghanistan retombait aux mains des forces talibanes, entraînant débâcle, chaos et même famine. On a tous vu des images profondément choquantes de l'aéroport de Kaboul, la capitale du pays, envahi de toutes celles et ceux qui souhaitaient, qui espéraient pouvoir quitter le pays. Aujourd'hui, je vous propose de rendre hommage aux habitants de ce pays, restés ou non là-bas, au travers de 2 témoignages très forts retraçant les 20 ans d'histoire qui ont mené à la chute du gouvernement afghan. Vous entendrez tout d'abord Nicolas Wilde, auteur de bande dessinée qui a vécu à Kaboul pendant les années 2000, puis Paul Vercoustre qui, au terme d'une traversée à vélo de l'Asie centrale, avait trouvé un job plein de sens à Kaboul. Kaboul où il a vécu jusqu'à son évacuation mi-août 2021. Tous deux restent profondément attachés à ce pays qui, selon leur propre dire, a changé leur vie. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir pourquoi. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Bonjour, je m'appelle Nicolas Wilde et je suis auteur de bande dessinée et je te parle de Paris. Eh bien, c'était un ami d'amis qui était à Kaboul et qui travaillait dans une agence de com, et il cherchait quelqu'un pour finir un projet sur lequel ils étaient en retard, donc un projet de BD en fait, à destination des enfants afghans, pour expliquer la constitution afghane qui venait d'être écrite. Donc, un projet un peu étrange. Et moi j'ai répondu à l'annonce parce que à l'époque j'avais pas d'appartement,
Je squattais chez des amis et j'avais déjà été en Inde, donc je me suis dit, bon, l'Afghanistan, c'est un peu à côté, ça devrait bien se passer. J'étais prêt à vivre une aventure et puis j'étais un peu surpris quand même. Je pensais pas qu'on pouvait vivre en Afghanistan, tu vois, l'idée m'avait pas traversé l'esprit. J'ai appelé l'un des boss au téléphone, donc Valentin Spido. À l'époque, il y avait un décalage au téléphone quand on parlait, la réponse venait avec 1 seconde de décalage et c'était hyper flippant. Et oui, il m'a dit, oui, voilà, bah, tu vas vivre dans une maison avec d'autres expats. J'étais là, des expats. Ça y est, je vais en devenir un, finalement. Et après, il m'a envoyé un mail le lendemain, il dit, bah, c'est bon, on t'attend, essaye d'arriver le plus tôt possible, dans 10 jours, par exemple. Je dis, bon, d'accord. Et du coup, bah, je suis allé à l'ambassade d'Afghanistan, et j'ai fait un visa, et j'ai fait mon sac, et je suis parti. Pam. Entre 2005 et 2007. On était dans une grande maison, on avait une femme de ménage, un cuisinier, des gardes, un chauffeur, donc c'est un peu le style de vie caricatural des expats. Les gardes, c'était pas trop nécessaire à l'époque parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème de sécurité. Mais moi, comme je connaissais pas le pays et que j'avais pas le temps de chercher un appartement à Kaboul, il n'y a pas de petites annonces, quoi. J'en cherche appart, T2. Non, et puis c'est compliqué. Enfin, la maison qu'on louait pour les employés de la boîte, j'en fallait payer le loyer tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, payer 6 mois de loyer. Enfin, quand tu connais pas, bah s'il y a des gens qui t'accueillent et qui te préparent une chambre dans une maison, tu y vas, quoi. Tu vas pas faire genre non. Mais nous, on était quand même 12 dans la maison, et puis on travaillait beaucoup, donc on n'avait pas forcément le temps de faire autre chose, ou ça donne du travail aussi à des cuisiniers, des femmes de ménage, des gardes. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas de boulot. Comme j'avais peu de temps pour me préparer, je me suis pas trop préparé. Avec la famille, j'ai dit les choses à l'envers. Je dis, j'ai trouvé un travail, genre, ouais, en Afghanistan. Ah. Le fait d'être, d'aller directement dans un endroit où t'es accueilli dans un endroit où t'as une maison, tu vis pas seul, tu vas pas, c'était un peu rassurant quand même d'avoir un cadre. Quand j'étais en Inde, j'avais pas de femme de ménage, ni de garde, ni rien, parce que c'est pas nécessaire, quoi. Tu peux faire un peu, la sécurité est bonne. Moi, je suis arrivé donc en hiver, je crois, c'est en février. Bon, déjà, il y avait une escale à Bakou qui a duré 1 semaine au lieu de 6 heures. Parce qu'en fait, comme il neigeait tellement à Kaboul que l'aéroport était couvert de neige et les avions ne pouvaient pas atterrir. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est à mi-chemin entre la France et l'Afghanistan. Escale à Bakou, je reste dormir à l'aéroport, avec un autre Français qui partait à Kaboul, que j'ai rencontré dans l'avion. Le lendemain, pas d'avion, donc on reste à Bakou, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on retourne à l'aéroport tous les jours, rien. Et du coup, je rencontre plein de Français qui avaient pris le même trajet pour aller en Afghanistan, et c'est là que j'ai un peu eu le temps de découvrir, grâce aux gens que j'ai rencontrés, à quoi ressemble l'Afghanistan, quoi. Ces gens qui avaient déjà été, des gens qui travaillaient au lycée français, ou dans des ONG, ou dans l'armée. Et donc, pendant 1 semaine à Bakou, j'ai parlé avec tous ces gens, et du coup, je savais mieux où j'allais. J'étais un peu inquiet. Mais bref, on arrive en Afghanistan, finalement, et la nuit, donc l'aéroport n'est pas éclairé, il n'y a pas de lumière, il fait sombre. Il y a de la neige partout, on traverse la ville, je rencontre des gens qui viennent me chercher pour me conduire à la maison, et tout est un peu étrange, quoi. Comme il y a beaucoup de neige, ça étouffe le son, la ville est toute blanche, c'est très joli, et puis t'entends rien. Enfin, tu marches, ça fait frou, frou. Et après, je découvre ma maison et mes colocataires, très sympas. Il y avait des Australiens, un Bangladeshi, un Français, puis voilà, donc le lendemain on arrive au bureau, tout était un peu dysfonctionnel, on n'avait pas encore internet pour tout le monde. À l'époque, il fallait des espèces de grosses cartes Wi-Fi pour mettre dans l'ordinateur pour avoir accès à internet. Il y en avait une pour 8 ordinateurs. C'était avant les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas Facebook, pas Instagram, donc si on voulait raconter sa vie sur internet, fallait bloguer à l'époque. Et donc il m'a fallu 1 semaine pour mettre à jour mon blog pour dire que j'étais arrivé parce que j'avais pas accès à internet. Et le soir, il faisait très froid, donc on se chauffait au bois. Il n'y avait pas d'électricité à la maison, donc on mangeait avec des bougies. Et puis on se couchait hyper tôt parce qu'on était fatigués, quoi. Et après, au bout d'un moment, je suis resté, le printemps est arrivé, et puis on a commencé à découvrir un peu le pays, un peu les restaurants pour expats, qui sont des endroits assez étranges dans ce genre de pays.
Au début, quand je me suis dit, je vais aller en Afghanistan pendant 2 mois, par exemple, je pensais que je boirais pas d'alcool pendant 2 mois, par exemple. Je pensais qu'on n'en trouvait pas, et en fait, on en trouve dans certains restaurants. Un peu, même à l'époque, on en trouvait dans les épiceries, dans les magasins. Et donc, c'était marrant de pouvoir... on habitait à 500 mètres d'un restaurant français qui s'appelait la Joie de Vivre. Et c'est un endroit où on pouvait manger du foie gras, du bœuf bourguignon, boire un verre de Sancerre. On pouvait jouer à la pétanque, enfin, c'était très étrange. Et au début, les premiers mois, on n'y allait pas trop parce qu'on s'est dit, c'est nul. On est en Afghanistan, quoi. Et au bout de quelques mois, quand tu te rends compte que c'est pas facile de vivre en Afghanistan, que c'est un peu anxiogène, retourner jouer à la pétanque et boire du rouge, parfois ça fait du bien. Donc c'est un peu une bulle pour se déconnecter du pays, et c'est le genre d'endroit qui permettent de rester sur le long terme, d'avoir une vie sociale aussi, de rencontrer des gens. Sur un endroit où tu rencontres des diplomates, des espions, des militaires, enfin, c'est très, très cosmopolite, très étrange et un peu... c'est un peu passionnant en fait. 2005, c'était encore l'âge d'or de la reconstruction de l'Afghanistan. Bon, là, on a changé d'époque. Donc ça avait attiré beaucoup de monde, à la fois des aventuriers, des entrepreneurs, des journalistes, des diplomates, des espions. Enfin, il y avait toute une foule de personnes assez cosmopolites. C'était juste étrange et drôle. Le contrat que j'avais était renouvelable tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, je me posais la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et au bout de 6 mois, 1 an, je m'étais fait pas mal d'amis sur place. Et en fait, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que j'avais un vrai métier dans un bureau, avec des horaires de bureau et un salaire fixe, un truc que j'avais jamais avant. Donc il y avait la sécurité de l'emploi en quelque sorte. J'en suis le matin, prendre la voiture pour aller au bureau avec ses collègues et faire des pauses café à 10h. Et c'était une vie assez agréable finalement, malgré le contexte un peu aléatoire. Et j'avais peur de rentrer en France et de me retrouver la vie d'avant où je galérais un peu niveau thunes, niveau boulot. La vie de freelance, c'était pas facile et j'avais pas envie de revivre ça en fait. Donc j'étais plutôt bien en Afghanistan, quoi. Après, on a eu d'autres projets ou sur la santé ou sur l'éducation qui étaient assez sympathiques. Et des projets un peu plus étranges. On avait fait notamment la communication pour l'armée afghane, pour aider au recrutement de l'armée afghane. Et on a fait une campagne de com contre l'opium aussi, pour inciter les gens à ne plus produire de l'opium et à ne plus en consommer. Ça n'a pas très bien marché. Il y a les moments un peu récréatifs, c'est quand on partait en week-end ou en vacances dans d'autres endroits en Afghanistan. Donc à Bamiyan, là où il y a les Bouddhas géants, c'est très beau, enfin, il y a des beaux paysages. On passe un bon moment. Et dans le cadre du travail, il y avait des trucs un peu inattendus, justement, de travailler pour l'armée afghane, d'aller dans des bases de l'armée afghane pour filmer les soldats, pour faire des posters. Et c'était un peu étrange. Dans ces bases, on croisait des militaires américains qui formaient les Afghans, donc j'ai un peu l'impression d'être dans un épisode de Homeland. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le terrain, on était à Jalalabad pour filmer des champs d'opium, par exemple. C'est assez étrange, de se retrouver dans des... À Jalalabad, il y a très peu d'étrangers, donc quand on se promène dans les rues, les gens vous repèrent, et c'est vraiment très très dépaysant. Autant en Inde, on croise toujours des étrangers ou des touristes, mais quand on est dans certaines zones d'Afghanistan, on croise des gens qui n'ont jamais vu de Français ou d'étrangers de leur vie. Ils sont genre, on est un peu des extraterrestres. Moi, j'aimais bien la vie en communauté, donc et comme c'est que des gens qui, a priori, ont un petit grain, parce que pour vivre en Afghanistan, donc c'est des gens avec lesquels on s'est bien entendu. Enfin, la plupart des collègues sont devenus des amis. Je reste en contact avec eux. Même encore aujourd'hui, j'étais à des mariages d'anciens collègues de Kaboul. Puis à l'époque, on était tous jeunes, on avait entre 20 et 30 ans, donc on était un peu en mode... Par certains côtés, j'ai l'impression de faire un deuxième échange Erasmus, tu vois. Donc ça qui était sympa aussi, c'est vivre dans une grande maison où on pouvait faire des fêtes, ou accueillir des gens, faire des grands repas, jouer à risque autour du feu de cheminée. Enfin, il y avait une bonne qualité de vie.
j'étais très content de vivre en Afghanistan, mais il y a quand même des moments où, vers la fin, il y avait quand même quelques kidnappings, il y avait des attentats suicides, donc au bout d'un moment, l'ambiance s'est un peu détériorée. Mais la journée la plus effrayante, c'était une grande manif anti-américaine. Suite à un accident commis par l'armée américaine, ils ont tué des gens en roulant trop vite et la population était un peu excédée, et puis c'est fait une espèce de soulèvement populaire dans certains quartiers. Et là, effectivement, il y a des Afghans qui ont commencé... certains sont descendus dans les quartiers où vivent les étrangers pour brûler leur maison. On a dû quitter notre maison un peu en toute vitesse et on s'est fait rapatrier par l'armée française dans une base de l'OTAN. Après, on a dormi sur place et on savait pas trop à l'époque si on allait être rapatrié en France, si les émeutes allaient dégénérer ou sur d'autres personnes qui viendraient. Vu que le pays est assez instable, tout peut arriver, donc... Mais le lendemain, ça s'est calmé, on est rentré chez nous. Mais à partir de là, j'étais un peu plus inquiet, je dormais un peu moins bien, ouais. Sauf qu'une semaine après, on a eu une deuxième alerte du même ordre, en fait. Il y a des rumeurs d'émeutes, on a dû refaire le même truc, quitter le bureau, se cacher dans une maison, et après, c'est un exercice, en fait. Ça pouvait devenir un peu pénible. Mais je suis quand même resté 6 mois et un peu moins guilleré, un peu plus à regarder derrière moi. Et à l'époque, on avait des règles de sécurité parfois quand un étranger se faisait kidnapper, ce qui arrivait de plus en plus souvent. On pouvait plus sortir dans la rue, on était confinés. Il fallait respecter un couvre-feu, rester chez soi après 18h. Et si on voulait sortir, il fallait y aller en voiture avec un garde dans la voiture. Donc ça pouvait devenir contraignant par moments. Il y a 3 catégories d'Afghans que j'ai côtoyés. Il y a des expats afghans, donc c'est des Afghans qui ont grandi en Europe ou qui sont nés en Europe, de pères afghans qui ont fui d'autres guerres qu'il y a eu avant et qui ont eu des enfants qui ont grandi en Europe et qui sont revenus après 2001 dans leur pays pour voir à quoi ils ressemblent, pour retrouver leur famille ou pour commencer un business. Donc eux en général, on s'entend très facilement, très vite vu qu'on a un peu les mêmes rapports au monde, les mêmes réflexes culturels, ces gens avec qui on peut jouer à la belote en buvant du vin par exemple, très facilement. Après, il y a les Afghans avec lesquels je travaillais, il y a ceux qui parlaient anglais ou français, qui ont grandi en Afghanistan, mais avec qui on pouvait facilement sympathiser ou échanger vu qu'on parle la même langue. Et c'est des gens avec lesquels on pouvait partir en pique-nique, ou on allait dans leur famille à la campagne au week-end. Certains d'entre eux, je suis resté en contact avec eux. 80% d'entre eux ont quitté l'Afghanistan entre 2005 et aujourd'hui. C'est des gens qui ont un certain niveau d'éducation et qui ont de l'argent, donc ils ont pu trouver ou à étudier à l'étranger, ou se marier avec une Afghane de la diaspora et partir. Donc j'ai des anciens amis afghans qui sont un peu partout, genre en Californie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, 3 ou 4 en France. Et après, les Afghans avec lesquels je passe en contact sont ceux qui parlent pas anglais ni français. Donc ça peut être les chauffeurs, les gardes, et qui n'ont pas forcément de compte Facebook ni rien, donc c'est plus compliqué de rester en contact avec eux. J'ai un peu appris le dari, qui est l'une des langues locales, et eux ils parlaient quand même un peu, enfin tout le monde parle un peu anglais de nos jours. Un anglais très simple, et mon dari très simple, c'est des communications assez simples, tu vois. Et souvent, après les Afghans qui vivent en famille, c'est un pays où les gens vivent en tribu et en famille, donc le cercle familial est très fort. Et souvent, c'est des gens qui, le soir, rentrent dans leur famille à partir de 8h. S'ils sont jeunes, ils retournent chez leurs parents et ils vivent dans la même chambre avec leurs frères, et les filles dans la même chambre, et les grands-parents sont dans la maison. Donc, c'est pas des gens qui, le soir, vont sortir faire la fête. Certains sont un peu à cheval entre plusieurs formes de vie. Il y a des Afghans qui, à la fois, connaissent les mœurs européennes et vivent un peu à l'européenne, boivent de l'alcool ou ce genre de choses, et en même temps vivent dans leur famille en Afghanistan, donc ils deviennent un peu schizophrènes. Enfin, la tolérance par rapport à l'alcool, par exemple, les restaurants pour expats sont autorisés par le gouvernement à condition qu'ils vendent pas d'alcool aux Afghans. Ces restaurants n'autorisent pas les Afghans à venir chez eux pour cette raison-là. Pour pas avoir de problème, du coup, ça crée un environnement un peu étrange de mini-ségrégation. Mais après, comme dit, les Afghans de la diaspora, eux, ceux qui avaient un passeport étranger, ils pouvaient rentrer facilement. Les Afghans suisses, les Afghans autrichiens, enfin des binationaux, des Australo-Afghans, des Canado-Afghans, des Afghano-Dubaïotes. Comme c'est un pays qui est en guerre depuis 70
19, je crois. En gros, tous les 10 ans, il y a une vague d'exode. Donc il y a plusieurs générations d'Afghans qui vivent à l'étranger. Et même il y a des Afghans qui ont fait des enfants qui sont devenus ou français ou allemands, qui ne s'intéressent pas forcément à leur pays d'origine. En fait, c'était une ville qui était un peu complètement en 2001, qui était quasiment vide. Il n'y avait plus personne. Pas de voitures dans les rues quasiment. Il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ceux des talibans. Et quand je suis arrivé, les gens revenaient. Des gens qui avaient fui le pays pendant les talibans qui revenaient. Il y avait un exode rural aussi, des gens à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale assez important et la ville est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en 5 ans. Quoi. Donc beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il y a des endroits qui sont assez rustiques, tu as des petites rues avec des maisons empissées ou en terre crue avec des petites échoppes, tu as des petits marchés, le marché aux oiseaux où les gens vendent des oiseaux, c'est assez mignon. Notre premier bureau était près de Butcher Street, la rue des bouchers. Donc c'est une rue, quand tu la traverses, ça sent la viande, t'as des morceaux d'animaux morts accrochés dans la rue avec des crochets à viande. Toutes les rues sont pas pavées, donc les égouts c'est des trous le long des rues. Et tout est un peu boueux, enfin quand tu marches, en hiver avec la neige tu vois pas forcément les trous, donc tu te prends. Et c'est assez vivant, enfin... C'est redevenu un peu un cœur économique. Bon, aujourd'hui, plus, mais... C'est une ville assez bruyante et... Donc, l'électricité de la ville, c'était 2 heures par jour. Donc, dans les quartiers où les gens ont un peu d'argent, il y a des groupes électrogènes qui font beaucoup de bruit. Donc, c'est une espèce de ronronnement dans certains quartiers. Et puis, parfois, ces groupes électrogènes un peu rustiques qui fonctionnent à l'essence. Donc, ça dégage pas mal d'odeurs de fuel. Mais sinon, à l'époque, quand j'étais, la circulation était assez fluide, il n'y avait pas encore trop de véhicules. Mais ça construisait pas mal dans le centre, des nouveaux bâtiments un peu assez grands, avec des espèces de façades en verre, mais un peu cheap, tu sais, qui ont une durée de vie un peu limitée. Il y a un style architectural qui est apparu, c'est ce qu'on appelle les villas pakistanaises. C'est une espèce de villas en béton un peu baroque, avec des colonnes doriques en or, des espèces d'aigles en marbre posées sur des piles, enfin, le tout un peu ça ressemble un peu à un blocos décoré, mais... Donc ça, c'est un peu le style moderne, un peu bling-bling. Mais nous, enfin, surtout les expats français, on aimait bien plutôt vivre dans des vieilles maisons, un peu avec des fenêtres en bois. Tu sais, on cherchait plus un peu décoré avec des tapis achetés au bazar. Les maisons des expats français étaient un peu comme ça, genre un peu un style, un peu une déco, un peu ethnique. Alors que dans les maisons d'expats anglophones américains, c'est plutôt des bons compounds en béton, c'est avec des bonnes portes blindées, très fonctionnelles. Parmi les expats américains, c'est une tranche d'âge un peu supérieure, c'est plutôt des gens qui ont un plan de carrière, genre oui, j'allais en Afghanistan, après je retourne à Washington, c'est bien pour eux. Et le confort sur place, ils viennent pas pour acheter des jolis tapis et se promener à la campagne, quoi. Alors qu'en France, on avait une vision de l'Afghanistan qu'on connaît un peu, il y a un côté un peu romantique, c'est Massoud, c'est Kessel, il y a des gens qui sont là-bas par amour pour le pays. On sentait que c'est un pays qui tenait, le gouvernement, la police armée afghane, ils tenaient debout avec le support de l'armée américaine. Déjà en 2005-2006, quand on a travaillé avec l'armée américaine et afghane, on voyait bien que parmi les soldats afghans qu'on avait croisés, le niveau de motivation n'était pas hyper élevé, quoi. Enfin, les gens venaient parce qu'ils savaient pas quoi faire de leur vie. Mais déjà à l'époque, il y avait dans une même famille, pour y avoir un fils qui était taliban, un autre fils qui était à l'armée afghane, et puis souvent les gens, ils font ce qu'ils peuvent, où ils peuvent, ils choisissent pas forcément. Il y a une phrase assez marrante qui dit « On peut louer un Afghan, mais on peut pas l'acheter ». On peut pas acheter un Afghan, on peut le louer, dans l'autre sens. C'est-à-dire que les Américains, par exemple, ils viennent avec plein d'argent pour acheter les gens, acheter la paix, genre on donne de l'argent là, tel chef afghan, on donne de l'argent pour qu'il arrête, pour qu'il rende ses armes, machin. Et oui, quand l'argent s'arrête, les gens, ils retournent leur veste, quoi, ils vont ailleurs. Mais là, le problème actuel, c'est que la réserve de la banque afghane est aux États-Unis, et les Américains gardent l'argent. Ils ont arrêté de financer l'État afghan, vu que c'est les talibans qui sont au pouvoir, donc ils donnent plus d'argent aux talibans.
et la population meurt de faim. Il y a plein de gens qui sont déjà morts de faim. Et là, avec l'arrivée de l'hiver, comme il fait très froid en hiver, ça va être une catastrophe. Il faut dépêcher une aide humanitaire d'urgence, mais comme le pays est tenu par des talibans qui sont opposés à la démocratie, à plein de choses qu'on aime bien en Europe, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'humanitaires qui vont là-bas, ils doivent négocier avec les talibans, quitte à leur donner un bakshish pour pouvoir accéder à la population. Donc c'est des calculs très compliqués à faire. Paul Vercoustre, je suis en ce moment à Paris et je travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Aga Khan. Donc je travaille pour leur bureau qui est en Afghanistan. C'est des projets d'éducation, de santé, construire des infrastructures, versus humanitaire qui consisterait plutôt à donner des tentes à des réfugiés, de la nourriture. C'est pas ça ce que fait la Fondation, c'est vraiment du développement. Tu vas habiter là, tes transports c'est comme ça, tout est comme ça. Enfin, là pour le coup, tout était hyper organisé. Donc il y a zéro improvisation en fait. Alors au début, rassurant, mais très frustrant, ouais. De toute façon hyper concrète. À Kaboul, je pouvais pas marcher dans la rue par exemple, sauf dans certains endroits très particuliers, mais globalement je pouvais pas marcher dans la rue. Tous les déplacements se faisaient en voiture blindée. Enfin, c'était très, c'est un environnement qui est hyper où la sécurité est tout le temps là quoi. J'ai fait Paris-Dubaï, Dubaï-Kaboul, il n'y a pas de vol direct pour aller à Kaboul. Je me souviens qu'au moment de l'atterrissage, j'avais un peu les pépettes, quoi. Ouais, j'ai un peu flippé en mode, mais effectivement, qu'est-ce que je fous là, quoi. Tu vois l'endroit, quoi. Je sais pas, c'est vraiment ces montagnes sèches, arides. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parlant avec les autres gens que j'avais rencontrés à Kaboul, c'est un classique, en fait, le fait d'avoir la peur que t'as juste avant que le vol atterrisse. La première fois que tu vas à Kaboul, je crois que c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde a ressenti, ressent quoi. Puis après, en fait, beaucoup de pauvreté, c'est très très pauvre en fait l'Afghanistan, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et Kaboul, c'est une ville qui était militarisée en fait. Il y a des blocs, c'est des blocs de béton de 5 mètres de haut qui entourent pas la plupart, mais beaucoup des bâtiments du gouvernement, des maisons des gens riches, etc. en fait. Tout est barricadé en fait. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. En fait, c'est assez étalé, c'est de loin la plus grande ville d'Afghanistan, je crois qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui habitent là-bas. C'est magnifique, en fait, tu es sur un plateau c'est à peu près à 1500-1600 mètres d'altitude, Kaboul. Donc t'es dans les montagnes, t'es sur un plateau dans les Hindou-Kush. C'est assez étalé, mais en fait après ça c'est contenu par les montagnes autour en fait. Donc il n'y a pas vraiment de... C'est magnifique. En fait déjà le vol pour aller de Dubaï jusqu'à Kaboul est magnifique parce que tu voles au-dessus du golfe Persique, tu voles au-dessus de l'Iran, et ensuite tu voles au-dessus d'un désert. Au bord du désert, t'as la deuxième plus grosse ville de l'Afghanistan, qui s'appelle Kandahar, qui est genre littéralement sur les rives du désert. Et puis t'as toutes les montagnes. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Le début a pas été facile parce qu'il a fallu que j'intègre effectivement j'allais vivre ici avec très peu de liberté. Enfin, tu vois, t'es dans un compound, le compound dans lequel on était très agréable, mais dans un compound, il y a 2 mecs sur le toit avec des calaches, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même un environnement qui est assez particulier. Et puis la plupart, en fait, des expatriés, donc des étrangers qui bossaient aussi pour la même ONG, n'étaient pas encore là parce qu'en fait, à cause du Covid, ils avaient tous été renvoyés chez eux. Moi, je suis un des premiers à être retourné parce que le projet sur lequel je bossais il y avait un peu urgence, quoi, si tu veux. Donc, mon boss a réussi à me faire venir, mais j'étais un des premiers à rentrer. Et c'est au fur et à mesure, en fait. Au bout de quelques mois, les gens sont rentrés, et de toutes les autres ONG aussi, les gens ont commencé à rentrer. Et puis là, c'est là où j'ai pu un peu comprendre ce que c'était que la vie à Kaboul, en fait. C'est vraiment une bulle.
Ah bah j'avais complètement des journées type, on était dans un assez gros compound. Dans le compound, t'avais à la fois l'endroit où on habitait et l'endroit où on bossait. Je connaissais des gens qui bossaient pour d'autres ONG où c'était deux endroits un peu différents, mais en fait, fini c'est presque moins bien en fait. Parce que le trafic c'est une catastrophe à Kaboul. Et donc en fait, journée type, je me réveille le matin, je vais au taf, qui est à du coup, 200 mètres de là où j'habite, quoi. Déjeuner à la cantine avec tous nos collègues afghans. Il y a pas mal d'expats qui préféraient déjeuner du coup chez eux, mais moi j'aimais bien déjeuner avec mes collègues. Et puis après, probablement un peu de sport le soir, on avait une salle de sport. Et puis dodo, quoi. Je suis aussi allé en Afghanistan avec l'intention d'apprendre le farsi. Donc j'ai pas mal fait ça. Pas mal bossé le farsi, qui est une langue qui est en fait qui est pas si difficile à apprendre en fait. C'est probablement plus vieux que l'arabe. Je te dis pas de bêtises, c'est le même alphabet que l'arabe, mais et en fait ouais non c'est pas une langue qui est très compliquée. C'est évidemment c'est pas comme si t'apprenais l'espagnol, mais donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Et puis après les week-ends, on sortait du coup chez d'autres expats, ouais. Je me suis vraiment lié d'amitié avec une collègue avec qui je bossais, qui était dans mon équipe, qui du coup m'a vraiment aidé à apprendre le farsi, ma fenêtre sur l'Afghanistan. Et aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, c'est vraiment ça en fait, plus que les gens me parlent de la difficulté d'avoir été évacué, etc. au dernier moment, mais en fait, le plus dur c'est... Si on peut vraiment dire ça comme ça, enfin, c'est de penser à tous mes collègues qui sont restés là-bas, ouais, et qui cherchent pour la plupart à quitter le pays. C'était le 15 août. Bah, en fait, de toute façon, moi, depuis que je suis arrivé en Afghanistan, les talibans prenaient du terrain, doucement mais sûrement. Ils prenaient du terrain dans les campagnes, entre guillemets. L'Afghanistan, c'est des provinces, mais toutes les capitales provinciales étaient tenues par le gouvernement, mais après, tout ce qui était autour, ça commençait doucement à être pris par les talibans. Et puis là, cet été, il y a eu une très grosse offensive qui a été lancée par les talibans. Ils ont pris énormément de territoire, mais toujours aucune capitale. Et puis, je sais plus quand c'était au début août, il y a une capitale qui est tombée, puis 2, puis 3, puis 4, et en fait là c'est à une vitesse que personne n'avait imaginé en fait. Même les Américains, je crois que 48 heures avant que Kaboul tombe, le gouvernement américain disait que leur prédiction c'était que Kaboul pouvait allait probablement tenir encore 30 jours. 48 heures avant que la capitale tombe. Donc c'est dire à quel point tout le monde a été pris de court. Il y avait eu un vol de rapatriement de l'ambassade de France, qui probablement du coup sont ceux qui ont eu le nez le plus fin de tous. Mais si tu veux, nous on avait, donc il y a quelqu'un qui gère la sécurité en fait dans toutes les ONG, dans toutes les, il y a ils appellent le security director qui gérait ça. Ils se discutent, ils parlent entre eux, etc. Il y a même une organisation qui s'occupe d'aider les ONG à gérer leur sécurité. Et tous ces gens-là, nous disaient voilà, non, tu peux revenir, il y a pas de, c'est chaud, mais pour l'instant Kaboul, c'est pas un problème, parce qu'en fait pour Kaboul, et du coup on l'a vu, le truc le plus important c'était que l'aéroport soit opérationnel. Ils disaient pour l'instant il n'y a pas de risque sur l'aéroport, donc vous pouvez venir. C'est vrai que je suis arrivé, il y a eu une semaine où c'était à peu près normal entre guillemets. Bon, enfin le normal en Afghanistan c'est un concept. Donc il y avait peut-être quelques districts, je sais pas comment on traduirait ça en français, mais qui étaient tombés aux talibans. Et puis après voilà, il y a eu ces capitales une ou deux capitales qui ont commencé à tomber. Mais nous on continuait notre vie normalement. Moi je continuais à sortir, à aller boire des verres, à faire des soirées chez des amis. Je brassais ma propre bière. Il y a tout un truc de brasser sa propre bière à Kaboul. Il y a pas mal d'expats qui adorent faire ça. Donc, le régime précédent avait une petite tolérance pour les étrangers. Donc voilà, on vivait notre vie à peu près normalement. Et puis en fait, c'était le jeudi, je sais plus quel jour c'était. Je me rappelle jeudi, c'était une soirée. Les gens commençaient déjà un peu à
Il y avait déjà des gens qui commençaient à partir, parce que ça chauffait vraiment, il y avait beaucoup de capitales, beaucoup de villes qui étaient tombées aux mains des talibans. Et je me souviens, il y a eu je crois que c'était un jeudi. Et là, c'était littéralement, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je regardais mon téléphone, il y avait une nouvelle ville qui était tombée, quoi. Il y a eu Ghazni, Herat et Kandahar. Donc Kandahar, deuxième plus grosse ville d'Afghanistan. Herat, troisième plus grosse ville d'Afghanistan. Et Ghazni, qui est une très grosse ville qui est à 80 km au sud de Kaboul, qui sont tombées. Et là vraiment, ça a complètement changé. D'ailleurs, en rentrant, je suis rentré de cette soirée, j'ai reçu un coup de téléphone du ministère de l'Europe me disant quand est-ce que vous rentrez là ? Mais à ce moment-là, on savait pas encore vraiment si les talibans allaient jusqu'à Kaboul. Enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes en fait. Mais la panique commençait un peu à prendre, quoi. Nous, à ce moment-là, on était déjà, on commençait à prendre des billets sur des vols commerciaux en fait. Je sais pas moi, pour genre la fin de la semaine, sauf qu'en fait, au début de la semaine, les talibans avaient déjà pris Kaboul, donc en fait, et puis on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. En fait, tout est allé tellement vite que, en fait, on savait toujours pas. C'est fou, hein, parce que quand on allait dedans, a posteriori, maintenant, on doit se dire, mais quelle naïveté, quoi. Je veux dire, on a véritablement été pris de court, et du coup, ils ont organisé un vol de rapatriement. Un vol charter, quoi. Un vol charter, notre ONG, ouais. Mais en fait, qui devait partir en fait, le jour où les talibans ont pris Kaboul, le 15 août. Mais du coup, ce vol n'est jamais parti, parce que l'aéroport... on a tous vu les images de l'aéroport de Kaboul, il n'y a pas un seul avion qui atterrissait. Et du coup, en fait, on a dû attendre 4 jours, je crois. Nous, on est parti 4 jours après que les talibans aient pris la ville. En fait, nous, on attendait, on n'était plus dans notre logement, en fait. On n'était plus dans notre logement parce que les gens qui faisaient la sécu de notre logement étaient partis. C'était une boîte de sécurité privée, donc ils étaient plus payés, machin. Ça, c'est des gens qui aujourd'hui sont vraiment à risque, quoi, pour le coup. Du coup, on était dans l'hôtel qui appartient donc à l'Aga Khan, qui est le plus bel hôtel de Kaboul, dans lequel tous les émissaires, les ambassadeurs viennent. Donc en fait, c'était une situation complètement surréelle. On était dans cet hôtel. Au petit-déj, il y avait le buffet, quoi. Puis à côté de toi, il y a un taliban avec sa calache. Et... Enfin bref, c'était complètement fou, mais à côté de ça, je me sentais pas en danger à ce moment-là, en fait. Non. Je savais qu'on sortirait de là et que... Et de toute façon, l'ONG pour laquelle je bosse, et je pense toutes les ONG, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'ONG qui travaillaient en Afghanistan depuis longtemps, ont des liens avec les talibans. Nous, il y a beaucoup de zones dans lesquelles c'est les talibans qui contrôlaient, mais on implantait des programmes. Donc on avait des liens déjà hyper forts en fait avec les talibans. Et plutôt des bonnes relations du coup. Ce qui était difficile, c'était d'aller à l'aéroport en fait. L'aéroport, on l'a vu après, il y a eu des attaques de Daesh, c'était vraiment l'endroit qui était assez dangereux en fait. Et on a réussi à rentrer dans l'aéroport, c'était une vraie galère. On a dû marcher sur la piste avec nos 4 valises, parce que du coup j'ai essayé de prendre un max de trucs en me disant que ce que je laissais, je le reverrais probablement pas. Et on a sauté dans l'avion direction Islamabad, Pakistan. C'était complètement fou. Ce qui était fou, je crois que le plus fou de fou, c'était en rentrant dans l'aéroport, à l'entrée. Donc déjà, on est allé de l'hôtel à l'aéroport escorté par les talibans, du coup. Et après, en fait, t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par les talibans, le nouveau gouvernement. Et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée américaine. Et donc en fait tu vois les talibans et les Américains qui se sont quand même entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre et qui travaillent ensemble. Complètement fou. Et nous on est arrivés, on était juste derrière une voiture de talibans et il y a trois soldats américains qui sont venus nous chercher. On était dans la foule avec tout le monde parce que on pouvait pas rentrer en voiture et ils sont venus nous chercher, donc ils sont littéralement passés à côté
d'un soldat taliban. Enfin bref, c'était vraiment fou. Et quand on est rentré dans l'aéroport, et donc là il y avait que c'était les Américains qui géraient le checkpoint auquel on était. Je discutais avec les soldats qui ont fouillé nos valises pour le coup de fond en comble, et qui disaient que c'était complètement que eux, enfin voilà, pour eux c'était complètement surréel, quoi. C'était assez fou. Et moi je me souviens, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait les talibans c'est des ados, quoi. C'est des mecs, enfin pas tous, mais je veux dire, la plupart des gars qui étaient là, ils avaient, je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, bah, plus jeunes que moi, quoi. Et dans l'aéroport c'était pareil, en fait. Les soldats américains c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué, je me souviens me dire, mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est en jeune, quoi. Enfin, c'est qui tous ces jeunes avec des flingues? Mais bon, on a eu de la chance, on a réussi à partir, et ça s'est bien passé, ouais. On est parti avant qu'il y ait une attaque sur l'aéroport. Dans les gens que je connais, il y a du coup je te disais, j'apprends d'ailleurs, c'est pas fini, le farsi. Ma prof de farsi, elle a réussi à partir. Elle est en Italie maintenant, à Rome, très heureuse d'ailleurs, c'était assez touchant. Ma collègue, donc je te parlais de ma collègue avec qui j'étais assez proche, elle avait réussi à partir, mais avant tout ça, en fait, elle a eu une bourse s'appelle Fulbright. Elle est aux États-Unis d'ailleurs, elle est pas très loin de Boston. Là, très récemment, il y a mon patron qui a réussi à quitter l'Afghanistan et qui est maintenant au Pakistan, mais c'est assez temporaire. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à partir, mais la fin, de toute façon, voilà, il y a pas 35 millions de personnes qui vont quitter le pays, c'est pas voilà. Bah déjà, on était toute l'équipe ensemble dans le même avion. Le fait qu'on soit tous ensemble, c'était vachement bien. On est resté à Islamabad pendant 3-4 jours. Pareil dans l'hôtel, le même hôtel, c'est la même chaîne d'hôtel à Islamabad, on est resté là-bas. Et c'était super, enfin c'était super parce que ça nous a permis de faire une pause, de discuter ensemble de ce qu'on avait vécu, de se poser. On a été en lien, on a eu quand même eu, quand on était encore à Kaboul, on avait eu des contacts avec des boss de l'ONG à Genève. Pareil au Pakistan, on a rencontré un des boss ici au Pakistan, et puis ils nous ont proposé, ils ont eu raison de le faire, hein, ils nous ont proposé de l'aide, entre guillemets, accès à voir à des psys, etc., pour les gens qui le voulaient. Et voilà, au bout de 3-4 jours, les gens sont un peu repartis chez eux, et moi comme j'avais pas mal voyagé au Pakistan, je me suis dit, bah super, je vais aller voir des potes. Du coup, je suis allé voir des potes au nord, dans les montagnes, ce qui m'a permis de prolonger un peu le break. Après, moi, quand je suis rentré, mes potes ont été super cool. Ils me posaient pas mal de questions, c'était intéressant de discuter avec eux, de voir leurs interrogations, machin. Mais ce qui est marrant, c'est que au Pakistan, je sais que mes amis, ils sont de cette région, en fait. Donc quand je leur dis, voilà, les talibans ont pris Kaboul, etc., ils ont pas les mêmes a priori, etc. Et donc... Enfin, si tu veux, je leur ai dit, ah non, j'étais à Kaboul pendant la prise. Pendant la prise par les talibans, c'était, voilà, ça a duré 2 minutes, puis après on change le sujet, quoi. Même si c'était fou, évidemment, pour eux aussi, mais c'était une façon de faire un break qui était pas mal. Le seul regret que j'ai de mon expérience en Afghanistan, c'est que je pense que je me suis pas suffisamment impliqué dans mon apprentissage de la langue. Du coup, aujourd'hui, c'est probablement ça ce qui va m'attendre à moyen terme, c'est de continuer à apprendre le farsi. À la fin de notre enregistrement l'année dernière, j'avais eu quelques scrupules à lui poser une de mes questions signature de fin de rencontre, de fin d'épisode, qui cherchait en fait à découvrir son lieu d'expatriation. Où est-ce qu'il avait vécu? Qu'est-ce qu'on y ressent? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on mange à Kaboul? Mais il avait vraiment tenu à y répondre. Alors je vous propose de vous replonger dans les rues de Kaboul. Alors un truc à ramener, un truc à voir, c'est probablement les tapis afghans qui sont superbes. T'en as ramené ? Ouais, j'en ai ramené un petit paquet d'ailleurs. Quand je les ai portés sur le tarmac à l'aéroport de Kaboul, maintenant je les apprécie, quoi. Mais
qui sont faits main, qui viennent des différentes régions d'Afghanistan, qui correspondent aux différentes tribus qui vivent en Afghanistan. Donc ils ont des très beaux tapis, ouais, des très beaux tapis. Puis sinon, la bouffe, alors moi je suis un peu végétarien, je suis plutôt flexitarien, mais je mange pas beaucoup de viande. Mais ils sont très très viande en Afghanistan, comme dans beaucoup de pays musulmans, donc c'est très kebab. Il y a un plat qui s'appelle le Kabouli Palau. C'est du riz avec des carottes et des raisins et des morceaux de kebab dedans en fait, qui est très très bon. Apparemment ça met des heures à être préparé et les gens qui mangent de la viande en raffolent. Les gens sont très intéressants, beaucoup et hyper accueillants. Ils ont une vraie culture de l'accueil, de l'hospitalité, ouais, exactement, qui est super chaleureuse, quoi. À la fin de cet enregistrement, qui avait eu lieu en septembre 2021, Paul me confiait qu'il avait encore 1 mois de contrat auprès de la Fondation Aga Khan à réaliser et que l'avenir était un peu incertain. En pleine discussion avec sa hiérarchie, les financements dirigés vers l'Afghanistan étaient complètement gelés partout dans le monde, ce qui rendait les choses un peu compliquées. Au final, en préparant cet épisode, je lui ai écrit pour savoir un peu où il en était, comment ça allait. Et quelle ne fut pas ma surprise quand il m'a répondu depuis Kaboul. Paul est de retour en Afghanistan depuis le mois de mai 2022, dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles, mais qui lui permettent de renouer avec son amour pour cette culture et ce pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et je remercie à nouveau Paul et Nicolas pour leur témoignage très précieux. J'envoie toutes mes pensées à celles et ceux qui sont de près ou de loin affectés par cette situation. Et pour continuer à réfléchir à ce sujet, à vous recueillir même éventuellement, je vous invite à aller écouter le dernier épisode de Memento de Alice Krief, qui est notre ingénieure du son sur ce podcast et qui a dédié un épisode spécial cette semaine à la situation en Afghanistan. Sans transition, je vous propose d'écouter où nous partons la semaine prochaine. Et donc du coup, il est parti, il est pas revenu en fait. Et on a passé l'après-midi comme ça, on a rappelé nos copains qui sont venus chez nous. Et on a fini par appeler la police en fait, parce que le soir tombait et qu'il n'était pas là. Et donc on a appelé la police. Et on a eu un appel en plein milieu de la nuit d'un hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service psychiatrie. À nouveau, un grand merci à vous de nous écouter chaque semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.